Magali Vollery, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne de première formation, psychologue, psychothérapeute et spécialisée dans les troubles alimentaires. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Genève. Nous allons traiter aujourd'hui de l'alimentation chez les adolescents et le lien qu'il y a avec l'image corporelle. Pour débuter, pouvez-vous nous en dire plus sur ce lien entre l'alimentation et l'image corporelle chez les adolescents ? Quand on parle d'adolescence et d'image corporelle, on parle d'identité, on parle de transformation liée à la croissance et à la puberté. Et puis, c'est forcément difficile d'accueillir ces transformations en étant serein. Donc, adolescent, ça veut dire faire face à tous ces changements et puis s'adapter, s'habituer pour pouvoir trouver dans quel corps je vais vivre et me sentir bien avec ça. Et avec la pression des médias, des réseaux sociaux, c'est pas forcément facile d'être complètement d'accord avec ce qu'on est et ce qu'on pense qu'on a l'air. Vous parlez de cet idéal de minceur qui est justement mis très en avant sur les réseaux sociaux. Comment il influence les jeunes, cet aspect sur les réseaux sociaux principalement ? Alors, les jeunes que je vois en consultation témoignent d'énormément de pression qu'ils ressentent. C'est une pression par des blogueuses, par des youtubeurs qui vont faire étalage de leurs muscles ou de leur minceur, plus de leurs trucs et astuces pour essayer de perdre du poids et puis qui recommandent aux jeunes. Il y a aussi des normes de santé qui sont des fois vécues comme une pression par rapport à la malbouffe qui circule. Et finalement, manger sainement, c'est compliqué. Manger de manière restrictive, c'est compliqué. Et puis ces jeunes, ils ne savent plus trop faire la part des choses parce qu'en fait, vers 10-11 ans jusqu'à 13-14 ans, comme ça, ils découvrent les réseaux sociaux. Ils découvrent les réseaux sociaux sur ces sujets-là. Et ils n'ont pas du tout le regard critique pour savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, ce à quoi je peux me fier et là où je dois me méfier. Du côté de chez ces adolescents, est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent le nombre de jeunes insatisfaits de leur poids ? Ouais, alors les dernières données que j'ai en Suisse, c'est qu'il y a 50% des filles qui sont insatisfaites de leur poids, alors que les chiffres de surpoids, c'est plutôt maximum 20% de surpoids, puis on est plutôt aux alentours de 3 à 5% d'obésité. Là, je vous parle des jeunes filles de 15 ans, donc 50% insatisfaites. Chez les garçons, on a quand même 40%. À l'époque, on n'avait pas du tout ça. Quand je dis à l'époque, ça fait 25 ans maintenant que je travaille. Et du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une augmentation chez les garçons de ce phénomène-là et qui est vraiment lié avec 2010, les smartphones dans toutes les poches, etc. Et puis, on sait que donc, l'adolescence, c'est une période qui est remplie de changements, qui entraîne également une multitude d'émotions chez ces jeunes. Comment ces émotions influencent-elles sur l'alimentation de ces adolescents ? Alors ça, c'est vaste parce que quand on parle d'alimentation, il y a une partie où, quand on est enfant, on mange ce que les autres nous donnent. Donc on ne choisit pas trop, on choisit parmi le paysage et puis ce qu'on nous propose. À l'adolescence, on commence à acquérir l'autonomie de son alimentation et du coup, on va décider ce qu'on mange. Ensuite, quand on décide comme ça et qu'on prend cette autonomie-là, il y a deux manières de voir les choses. C'est les moments où je contrôle ce que je mange. Puis là, c'est plus une question d'habitude, d'équilibre, de réflexe. Enfin, c'est assez bien mené facilement dans les bonnes ou mauvaises habitudes qu'on a pu acquérir et que nos parents ou notre entourage nous a transmis. Et puis, il y a une partie où on peut perdre le contrôle. Et du coup, tous les conseils qu'on va discuter aujourd'hui, la plus grande partie, on peut l'enseigner aux jeunes. Quand ces jeunes, ils ont le contrôle, voilà comment il faudrait qu'ils fassent, puis c'est bien qu'ils soient informés. Et puis, sans doute qu'on a ce rôle-là, nous, de les informer. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette idée qu'il y a des moments où on ne contrôle pas toujours, et puis c'est là que les émotions jouent un rôle. C'est que des fois, les émotions, elles commencent à piloter, et puis quand elles pilotent trop, par exemple sur l'insatisfaction corporelle, ça peut donner des régimes extrêmes, voire des portes d'entrée vers des troubles alimentaires comme l'anorexie, ou inversement, une émotion peut faire qu'on a beaucoup trop de frustration, de contrariété ou d'incertitude, puis que du coup, c'est de manger qui va rassurer, et puis ça, une fois que le cerveau il a enregistré que manger, ça rassurait, il va reproduire, et puis du coup, il y aura un risque de compulsion, de crise de boulimie ou de prise de poids associé à ça. Donc, du moment que certains de ces jeunes vont trouver la motivation de prendre soin de leur corps, quels sont les avantages et les inconvénients qu'ils vont rencontrer à en prendre soin, que ce soit dans un premier temps, à court terme, et puis à long terme par la suite ? Alors,
les avantages, ils sont évidents à long terme. Le problème d'un ado, c'est que le long terme, ça ne l'intéresse pas trop. Et que justement, c'est ça qui va être l'inconvénient, c'est qu'on n'a des avantages qu'à long terme. Et du coup, comment on fait pour motiver un ado à prendre soin de son corps, à manger sainement, à pas trop se restreindre, à pas trop maigrir, à pas trop manger de la junk food et tout ça, dans ce paysage-là, c'est justement attirer son attention sur le fait qu'il y a des choses qu'on fait tout de suite, qui vont peut-être avoir des bénéfices immédiats, mais des inconvénients à long terme. Et puis, de les questionner là-dessus. Alors en fait, j'ai pas envie de vous donner toutes les réponses, mais la réponse, le point qui est important là-dedans, c'est de se dire, en fait, c'est ça qu'il faut discuter avec un ado. C'est quel avantage et inconvénient tu as à manger sainement, quel avantage et inconvénient tu as à continuer de faire comme tu fais, peut-être où tu ne manges pas forcément sainement, et puis d'avoir conscience que finalement tous les avantages qu'on a, ils sont que pour du court terme, puis peut-être que ça vaut le coup d'investir un peu sur du long terme. C'est un peu comme faire des économies avec son argent de poche, ça peut être intéressant, au bout d'un moment, on peut s'acheter un truc qui a plus de valeur et qui est plus sympa. Puis, lorsqu'on entend parler de tous ces régimes, entre guillemets, magiques, on voit très souvent des interdictions et des restrictions qui vont demander des changements drastiques dans la manière de manger, dans son alimentation. Quels sont concrètement les dangers de ce type de régime, que ce soit dans ce cadre pour les adolescents? Alors, le danger des régimes, il est essentiellement justement à la porte d'entrée vers les troubles alimentaires. Ça veut dire que quelqu'un qui va se mettre à faire attention parce qu'il ou elle a de l'insatisfaction corporelle puis qui veut maigrir de 2-3 kilos, ça peut être ok 2-3 kilos puis après je récupère le contrôle, mais ça peut aussi entrer dans une sorte d'engrenage où finalement la restriction va s'enchaîner avec d'autres restrictions, un objectif de poids va s'enchaîner avec un poids encore plus bas et puis on peut arriver dans un risque d'anorexie. Ça, je pense que c'est assez connu aujourd'hui. Ça peut aussi se compliquer dans l'autre sens, ça veut dire que la restriction devient insupportable ou bien le fait d'avoir enfreint la règle, d'avoir craqué, d'avoir trop mangé est aussi trop difficile et puis du coup c'est là qu'il peut y avoir un vomissement, c'est là qu'il peut y avoir un moment des crises de boulimie ou des compulsions et puis ça va amener soit vers le trouble alimentaire type boulimie, soit de nouveau vers le surpoids parce qu'on va parler d'accès hyperphagique. Donc ça, c'est le danger qui est lié aux troubles alimentaires. Et puis, en fait, si on veut illustrer ça, c'est comme si, quand une personne décide de se restreindre pour perdre du poids, c'est comme si elle mettait un barrage. Et puis le barrage, c'est le barrage de ses envies. Finalement, je vais manger moins. Et puis du coup, le barrage, les envies vont faire pression parce qu'on a envie quand même de manger des choses. Il y a des tas de choses qui sont produites par les producteurs locaux ou moins locaux qui sont très bonnes à consommer. Et du coup, ça fait pression. Puis ça fait pression, puis au bout d'un moment, ça fait fou. Et puis ça veut dire que ça peut être justement des moments de crise de boulimie ou de perte de contrôle sur ce qu'on mange parce qu'on a voulu contrôler, puis tout d'un coup ça lâche. Alors une des stratégies, et puis là aussi j'aime bien m'adresser aux professionnels de la santé parce que je trouvais hyper important d'utiliser des métaphores comme ça avec les jeunes, c'est de dire alors au lieu de faire que ça lâche, on va essayer d'ouvrir parce que si on laisse passer le courant, au bout d'un moment, on va retrouver un rythme fluide. Parce que si on ferme, puis que tout d'un coup, ça lâche. La logique de l'ado, ou de l'adulte aussi d'ailleurs, c'est de dire « Oh merde, j'ai perdu le contrôle, il faut absolument que je referme le barrage. » Puis du coup, je referme le barrage, puis je refais pression, puis du coup, je me refrustre, puis je resupporte plus et ça recommence. Et c'est comme ça que le cercle de restriction, compulsion se met en place. Et finalement, si on ouvre un petit peu le barrage, au début, ça fait un peu puis on mange un peu trop, puis si on ne se restreint pas complètement trop, mais que juste on attend que ça passe, au bout d'un moment, ça se régule tout seul. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas des aliments interdits, on se rend compte qu'on peut aussi saturer un peu son envie de ce type d'aliments, puis tout d'un coup, on est surpris parce qu'on a envie de manger de la salade, quoi. Mais ça peut arriver aussi chez les ados. Peut-être plus du melon, des pêches ou de la nectarine, mais ça arrive aussi. On entend beaucoup de règles alimentaires autour de ces régimes, de toute cette éducation qu'on a autour de l'alimentation, notamment d'être vraiment strict sur la manière de manger, la manière des aliments qu'on va manger. Lesquelles sont utiles, lesquelles sont plutôt risquées? On peut faire l'inventaire des règles prioritaires et utiles à suivre. Ça, c'est important et on va le faire. Mais avant tout, c'est en fait dans la question du strict qu'il faut réfléchir. C'est extrêmement important d'être souple et d'être flexible sur les règles qu'on va appliquer ou qu'on va transmettre. Parce que si une personne les applique de manière stricte,
il y a vraiment ce risque de déclencher un barrage à un moment donné parce que ça fait trop de frustration. Donc moi, je suis pour vraiment promouvoir la souplesse là-dessus, même si manger sainement, manger 5 fruits et légumes, par exemple, ça c'est une règle qui est importante. On mange 5 fruits et légumes par jour, on ne mange pas 5 produits sucrés gras. Donc on va promouvoir vraiment la pyramide alimentaire au fond, donc celle-là vous la connaissez. Puis chaque groupe d'aliments a son intérêt et dans chaque groupe, on va pouvoir faire des choix. Puis là, les jeunes peuvent avoir leur autonomie là-dessus, mais c'est important de leur inculquer ces réflexes. J'espère qu'ils les ont acquis à travers les règles familiales. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être l'occasion de leur transmettre quand ils passent dans nos bureaux. On parlait de lister ces règles qui sont utiles. Quelles sont-elles? Alors, il y en a qui sont liées à l'équilibre alimentaire. C'est un peu le réflexe diététicienne, c'est de penser à la pyramide. Et puis avant de penser à la pyramide alimentaire et l'équilibre alimentaire, moi j'aurais envie de parler de la structure, du rythme alimentaire. Finalement, une des règles essentielles, c'est d'avoir un rythme qui correspond à notre culture, qui correspond à notre emploi du temps. Et puis quand on est ado, en général on est étudiant. Et du coup, le petit-déj est parfois difficile parce que les ados ont besoin de beaucoup de sommeil, donc ils ont de la peine à se lever. Mais c'est pas grave, ils peuvent récupérer l'équilibre alimentaire soit en mangeant quelque chose dans la matinée, s'ils prennent l'habitude d'avoir une collation à la pause de 15, ou alors avoir un repas de midi, un goûter à 4 heures et puis un repas du soir. Ce qui est important, c'est de trouver son rythme. Et puis là, chaque jeune peut réfléchir, accompagné par justement un professionnel. Finalement, c'est quand que j'ai faim, c'est quand que j'ai envie de manger, c'est quand que j'ai le temps, c'est quand que c'est prêt, c'est quand que mes parents mangent, comment c'est organisé et comment je peux autonomiser mes choix là-dedans. Donc ça, c'est la première. C'est un peu le rythme et la structure qui est extrêmement important. C'est important d'avoir une régularité parce que justement, tout ce qui est hormonal par rapport à la sensation de faim et de satiété va être très lié à la régularité. Une autre règle, c'est l'équilibre alimentaire. Alors dans l'équilibre alimentaire, moi je dirais que pour les ados, il y a 3 ou 4 règles prioritaires. C'est de penser fruits et légumes à chaque repas. C'est quand même bien d'en avoir un. On a quand même beaucoup de production locale, donc je fais toujours la promotion de la production locale. Une autre, c'est d'éviter les boissons sucrées. Ça, c'est très, très, très efficace. Donc, et c'est des habitudes, donc si on peut s'habituer à servir de l'eau, boire de l'eau, probablement que les professionnels de la santé qui nous écoutent, qui nous regardent, ils savent ça, mais vraiment j'insiste. Et puis c'est quelque chose qui ne va pas forcément amener de la frustration. Donc ça peut être gérable. Une troisième qui est plus dans la frustration, mais justement la flexibilité va faire qu'elle est supportable, c'est la gestion des produits sucrés, gras, de la malbouffe. Et là, alors, pour faire la promotion d'une alimentation saine et à la fois la prévention des troubles alimentaires, moi je dirais qu'il faut s'en accorder un par jour. Donc un produit sucré gras, ça peut être une portion de chips, comme ça peut être un chocolat ou une pâtisserie ou quelques biscuits. Mais l'idée, c'est de ne pas les accumuler. Parce que si je mange un pain au chocolat le matin, puis je mange au dessert à midi une pâtisserie, et puis qu'à 4 heures, je mange un Mars, et puis et des bonbons, et puis un coca, et puis que le soir, je mange de la glace, ça fait trop. Ça fait vraiment trop. Mais par contre, de se dire, chaque jour, je choisis un, ça, c'est un truc en tant qu'ado, si on a envie de faire attention, alors après il y a une histoire de motivation, mais si on a envie de faire attention à sa ligne ou juste de faire des choses bien pour sa santé, moi je pense que c'est un bon équilibre qu'on peut faire. Et si tout le monde se limitait à ça, peut-être qu'on en vendrait un peu moins parce qu'il ferait faillite un peu les agroaliments. Les ados sont vraiment une cible marketing de ces produits de consommation sucrés et gras. Et moi, je trouve qu'on devrait les éclairer aussi sur ça. Dans les réseaux sociaux, on parle de régime, on parle d'idéal de minceur. Et puis, quand on a entre 11 et 15 ans, on découvre ça, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais finalement, quand on parle de malbouffe, c'est pareil. En fait, il y a des photos, on est bombardé de publicités, de trucs qui sont hyper bons, mais qui sont pleins de graisse de canne, qui sont et pas bons pour nos artères et qui font de la déforestation sur la planète. Et en fait, je pense que ça, c'est des données qu'il faut qu'ils soient informés. Et sur les paquets de cigarettes, c'est marqué « fumer tue ». Alors on va dire tout le monde le sait, oui, mais justement, je crois qu'un enfant, il découvre la cigarette en sachant que c'est pas bon pour sa santé. Alors ça veut pas dire que personne fume d'ailleurs, mais je trouve que pour l'alimentation, il y a trop de choses où il n'y a pas assez d'informations. On pourrait étiqueter un petit peu différemment les choses, ce serait une bonne évolution à mon avis. Il y a un élément là aussi que
dont on parle beaucoup en santé publique, et probablement que tout le monde le sait, mais c'est super important de le préciser, c'est le rôle des écrans dans la gestion du poids et de l'image corporelle. C'est pas seulement ce qu'on y lit, mais c'est aussi le temps qu'on y passe. Et du coup, le fait d'être sédentaire et sur ces écrans, c'est aussi un truc où ça peut être bien de mettre une règle. Et puis une règle, ça peut être le temps consacré aux écrans ou alors le temps consacré aux activités qui bougent. Et puis ça, vraiment, faisons-en la promotion aussi auprès des jeunes. Ça permet de réguler l'image corporelle, le poids, l'image corporelle, mais aussi l'estime de soi, l'humeur. Ça a tellement de bienfaits, l'activité physique. Et puis l'activité physique, c'est pas forcément du sport. Ça peut, c'est chouette de faire du sport et d'être encadré en groupe ou dans le cadre d'un cours. Quand on est ado, il y a plein de cours qui sont proposés, donc ça, il faut vraiment en profiter. Après, quand on a 40 ans, c'est difficile d'être débutant au tennis. Non, mais je veux dire, il faut profiter à cet âge-là. C'est vraiment, ça, on peut vraiment faire la promotion. Et puis après, il y a aussi les activités physiques qui sont intégrées dans l'activité quotidienne, comme marcher au lieu de prendre le bus ou descendre un arrêt de bus plus tôt. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont évidentes, mais que probablement, si on arrive dans le domaine de la santé et puis sur la promotion d'une alimentation saine et d'une activité physique régulière, on pense beaucoup à ça, promouvoir l'intégration de l'activité physique dans l'activité quotidienne. Dans toutes ces mesures, on parle de donc, la réduction du poids, qui est quand même un élément central dans l'envie de ces adolescents. Mais est-ce que l'objectif doit être fixé de la même manière pour tout le monde? Est-ce que l'objectif doit être adapté à chaque situation? Quelle est la meilleure solution? Alors, quand on est professionnel de la santé et qu'on s'intéresse à cette question-là, on marche sur des œufs. Déjà. On marche sur des œufs parce qu'il y a une histoire pondérale dans chaque famille et dans chaque adolescent. Donc ça peut être intéressant de questionner quel est le poids de tes parents, quel a été le poids de tes parents quand ils étaient jeunes, est-ce que tu as des oncles, des tantes qui ont du surpoids ou qui ont eu des troubles alimentaires, qui ont souffert d'anorexie. Tout ça va influencer. Et puis ça permet justement aussi de rentrer, d'obtenir des informations et de rentrer dans la famille, d'obtenir des infos sur finalement l'éducation nutritionnelle, l'éducation au corps, l'éducation à la santé qu'ils ont reçue. Et puis ça permet aussi de faire une alliance, un lien et d'utiliser après le matériel qu'ils nous donnent pour discuter avec eux. Ensuite, il y a la courbe de poids. C'est hyper important quand on est professionnel de la santé de faire le lien avec le pédiatre et d'aller chercher la courbe de poids, parce que des fois on peut avoir un jeune en face de soi qui a un poids tout à fait normal et qui va très bien, ou une jeune, ça m'est arrivé récemment, et puis en fait sa courbe de poids est une cassure complète, et puis elle était en surpoids avant, elle a commencé à perdre du poids un peu, tout allait bien, puis d'un coup elle a fait comme ça. Et là, c'est de l'anorexie en fait. Et du coup, on a une anorexie atypique, ça veut dire que le poids est normal, mais qu'elle a déjà perdu une quinzaine de kilos. Et qu'elle n'a pas du tout suivi sa courbe qui devrait augmenter. Alors, pour être le plus sérieux possible, on se réfère aux courbes de BMI. Si le pédiatre ne les a pas faites, ça vaut la peine de relever le poids, la taille de chaque âge et puis de refaire une courbe de BMI pour avoir l'historique. Moi, c'est quelque chose que je fais avec les ados, vraiment, où je leur fais faire les soustractions, les additions, les divisions, où je leur fais placer les points sur la courbe selon l'âge, ça les fait marrer de faire ça. Et puis, c'est eux-mêmes qui peuvent comme ça faire la conclusion. Et c'est hyper riche de faire ça. Après, il y a une autre chose qui est hyper importante, c'est qu'en fait, le poids qu'on a, il est prédéfini génétiquement. Avec le style de vie que j'ai moi, par exemple, moi j'ai ce poids-là, puis peut-être que quelqu'un qui aurait exactement le même style de vie que moi, ça veut dire qu'il mangerait la même chose, qu'il ferait le même genre d'activité physique, il aurait un poids différent, en plus ou en moins. Et ça, c'est prédéfini génétiquement. Après, sur ce qu'on est prédéfini, on a une marge de manœuvre, mais qui n'est pas si grande que ça. Et puis en termes de poids directement, moi j'aime bien expliquer aux jeunes comme ça. Au fond, quand on est insatisfait de son poids, puis qu'on a un poids ici, on a envie de descendre ici, puis on se dit « Ah je perds 5 kilos, puis j'y serai. » Puis ça, c'est le poids. Et en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est plutôt comme si, ici, on avait une baignoire un peu, et puis qu'ici, on a une bille de plomb, puis que la bille de plomb, en fait, elle est confortable ici, au fin fond de la baignoire. Et ça, c'est son poids de forme. C'est notre poids qui est prédéfini génétiquement. Et puis, si on veut venir ici, en fait, c'est comme si on voulait maintenir notre bille de plomb ici en équilibre, et du coup, on est obligé de la soutenir. On est obligé de soutenir un effort. On est obligé de la porter pour qu'elle reste là. Puis ça, c'est tous les efforts qu'on doit faire en restriction alimentaire qui sont symbolisés là-dedans et qui font que dès qu'on va relâcher, ça va faire quelque chose comme ça, avec un risque que ça monte plus haut que là où c'était au départ. Et si ça monte plus haut ici,
Ce qui peut se passer à force de le faire, c'est qu'en fait, on va décaler la baignoire ici. Et du coup, la bille de plomb, elle sera là. Et puis, dans 20 ans, elle sera peut-être ici. Et puis, du coup, ça veut dire que on aurait mieux fait d'accepter ce poids au départ qui est là, qui est notre poids d'équilibre, qui, avec la pression des médias et des réseaux sociaux, peut ne pas convenir. Mais au fond, il vaut mieux améliorer puis se dire bon, j'accepte ce poids-là de départ que le corps m'a donné, plutôt que d'aggraver la situation en enchaînant des régimes et du coup en n'arrivant plus du tout à réguler avec ma faim et ma satiété, ce qui marche a priori bien à la naissance. Quelle est la meilleure solution pour allier ce plaisir de manger avec le respect de l'alimentation pour notre santé, mais comment garder ce plaisir de manger tout au long de la journée, tout au long de la semaine? Alors, pour moi, il y a deux aspects dans ce que vous dites. C'est d'une part, l'équilibre alimentaire laisse quand même pas mal de choix. Par exemple, quand on dit qu'il faut manger des fruits et des légumes, ça peut être chouette de choisir des légumes qu'on aime, plutôt des crudités, plutôt des soupes, et puis vraiment d'avoir le choix. Quand on est ado, c'est compliqué parce que c'est encore nos parents qui cuisinent, mais plus on va gagner en autonomie et plus on va pouvoir choisir. Et puis, on peut aussi demander aux parents de faire telle recette, ou bien d'acheter des abricots, ou bien, etc. Puis ça peut être vraiment dans la discussion de pouvoir élaborer ce choix, mais c'est la même chose pour les produits sucrés gras. On peut réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et puis là, on choisit en fait l'aliment qui est peut-être pas très bon pour la santé, mais qui va vraiment faire plaisir, et puis on le savoure. Donc ça, c'est déjà une partie. Puis après, on a aussi le droit de faire des impasses, et puis je rejoins de nouveau cette idée de la flexibilité, de la souplesse. Ça veut dire que oui, il y a des règles pour manger sainement, et plus on les suit, mieux c'est, mais en même temps, cette souplesse de se dire, bon, aujourd'hui, je mange une fondue, aujourd'hui, je mange la fondue. Ou bien aujourd'hui, je fais un McDo, parce que les jeunes, ça ne savent pas trop la fondue, mais plutôt ce genre de fast-food-là. Et puis c'est OK. Dans les réseaux sociaux, ils parlent de cheat meal. Donc voilà, on peut faire un cheat meal par semaine, il n'y aura pas de souci avec ça. Mais l'idée, c'est de ne pas faire ça tout le temps, mais d'être vraiment par moment plus attentif. Et du coup, ça veut dire que globalement, justement, je fais la part des choses entre la santé et le plaisir. Puis il y a des jours où j'ai plus envie de faire attention à ma santé, puis je vais manger sainement. Puis il y a des jours où j'ai plus envie de me faire plaisir, puis je vais manger un peu moins sainement, mais je vais me faire plus plaisir. Et puis dans l'idéal, c'est d'avoir du plaisir à manger sainement et donc d'avoir du plaisir à manger aussi des aliments qui sont bons pour notre santé. Au niveau du plaisir de manger, on parle de qualité. Maintenant, pour ce qui est de la quantité, quand manger? Est-ce qu'il faut sauter des repas? Quelle est la règle? Alors, effectivement, pour la qualité, on va donc gérer entre plaisir et santé. Et puis, pour ce qui est quantité, alors, il y a deux approches. Et puis, dans mon esprit, le mieux, c'est d'allier les deux, surtout à l'adolescence. La première, c'est de se fier à la structure. On parlait de structure et de rythme alimentaire tout à l'heure. Et puis, la deuxième, c'est de se fier aux sensations de faim et satiété. Alors, si on mange que quand on a faim, et puis qu'on s'arrête quand on n'a plus faim, a priori, on est dans cette baignoire-là où on peut réguler son poids. Donc ça, c'est pas mal. Mais si ça déstructure, puis que du coup, on mange à n'importe quelle heure, et puis que c'est pas régulier, puis que c'est pas compatible avec la famille, puis que c'est pas compatible avec le travail ou la formation, les études, et puis que c'est pas non plus régulier, ça va être problématique et ça peut s'accompagner de troubles alimentaires ou de prise de poids. Donc, j'aurais une proposition qui est d'allier les deux, c'est-à-dire de favoriser la structure alimentaire puis de respecter des horaires, mais une fois qu'ils sont définis avec chaque jeune, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes horaires et les mêmes rythmes, mais une fois qu'on a trouvé un bon rythme, d'essayer de le garder. Et puis, pour trouver la quantité, c'est effectivement la faim. Ça veut dire que finalement, si j'ai très faim, peut-être que je vais manger plus. Si j'ai moins faim, je vais manger moins. Et puis, c'est finalement, c'est mon appétit qui va définir ça. En général, ça marche parce que la satiété et le rassasiement sont aussi reliés. Et puis, c'est un processus hormonal que plus on l'écoute, plus il s'exprime. Et donc, plus on respecte ces sensations alimentaires, plus on les entend. Et donc, ça peut être très utile de se baser là-dessus. Avec des ados, c'est intéressant de réfléchir, c'est quoi la faim? Et puis, c'est quoi la différence entre la faim et l'envie de manger? Parce que souvent, c'est confus. Alors, petit rappel, la faim, ça correspond au besoin physiologique de manger et c'est une sensation physique qu'on ressent en dessous.
du visage. Et donc, c'est plutôt au niveau de l'estomac quand on parle de crampes, des fois on a des gargouillis, enfin comme ça. Ça veut dire que l'estomac est vide. Puis après, il y a une autre chose qu'on sent en dessous. Ça peut être des sensations de faiblesse, d'irritabilité, de nervosité, qui peuvent être associées à une petite baisse de la glycémie, bien qu'on régule bien quand on n'est pas diabétique, mais quand même, il peut y avoir cet aspect-là aussi. Et puis là, on peut devenir fatigué, irritable et désagréable si on attend trop longtemps. Donc ça, c'est important à distinguer de l'envie de manger. Puis l'envie de manger, c'est plutôt un phénomène qui va justement apparaître au-dessus. Hein, c'est pour ça que j'utilise cette image-là. Et puis ça veut dire que ça vient là. C'est une idée qui devient un peu obsessionnelle. J'ai envie de manger un truc. Puis en général, c'est quelque chose de précis. On ne se pose plus la question, mais est-ce qu'il y a à manger, mais plutôt qu'est-ce qu'il y a à manger. Et puis l'idéal, c'est de pouvoir manger ce qu'on a envie quand on a faim, pour éviter d'avoir envie de manger quand on n'a plus faim. C'est un petit jeu de mots, mais qui vaut la peine d'être discuté avec les ados aussi, parce que c'est justement une bonne sélection de vraiment qu'est-ce que j'ai envie de manger, et puis qui va me permettre de respecter la quantité que mon corps a besoin, parce que si, quand j'ai faim, je mange quelque chose d'autre que ce que j'ai envie, à un moment donné, je vais avoir envie de manger quelque chose encore alors que j'ai déjà plus faim. Et du coup, c'est plus facile de respecter en fait le rassasiement et la satiété, qui là, on va avoir un signal a priori qui nous dit que c'est assez. Voilà. Au final, qu'est-ce qui serait nécessaire à un adolescent pour qu'il suive des conseils comme ceux que vous nous donnez aujourd'hui? Alors, tout d'abord, qu'on lui en explique l'intérêt, donc qu'il ait bien les informations et qu'il comprenne pourquoi on insiste, que ce n'est pas juste des règles que les parents ils veulent qu'on suive, mais qu'il y a un intérêt pour lui à court terme et à long terme. Et puis, la motivation. Mais au fond, tout ce qui va sous-tendre ça, c'est la confiance en soi. Ça veut dire que c'est finalement, si j'ai de l'estime pour moi, si j'estime que je suis quelqu'un de valeur, qui mérite qu'on prenne soin de lui, alors si je suis quelqu'un comme ça, alors je vais peut-être avoir plus de facilité à suivre des conseils et puis à me faire du bien, en fin de compte. Et puis, je veux dire, ça, les études scientifiques sont assez claires là-dessus. On le voit chez les ados, ceux qui ont plus confiance en eux, ceux qui ont une meilleure estime d'eux-mêmes, eh ben, ils ont moins de risques d'avoir des addictions, moins de risques d'avoir des troubles alimentaires. Et dans ce sens-là, la promotion d'une bonne estime de soi et du coup le respect, enfin je veux dire ça ouvre sur des valeurs de santé publique qui sont déjà connues, hein, mais c'est le respect, c'est limiter le harcèlement, c'est travailler sur la non-discrimination, sur la tolérance, et puis tous ces éléments-là vont contribuer à ce que chacune puisse développer sa confiance en soi et trouver sa place dans la société avec des comportements qui seront sains et bons pour soi. Par rapport au lien qu'il y a entre les émotions et le comportement alimentaire, j'aimerais juste souligner un point qui est important, c'est sur comment on peut agir. Et en fait, tous les conseils qu'on donne, ils sont valables, je vous l'ai déjà dit, quand on a le contrôle de son comportement alimentaire. Puis il y a des moments où on perd le contrôle. Et ce qui est important là, quand on perd le contrôle, c'est justement de ne pas y aller avec des « il faut que »,« il y a qu'à ». C'est plutôt dans l'exploration des situations en thérapie cognitivo-comportementale, on appelle ça des analyses fonctionnelles, certains connaissent peut-être, mais l'idée c'est d'aller explorer dans quelles circonstances j'ai des comportements de restriction extrêmes ou j'ai des comportements de compulsion ou d'accès hyperphagique extrême pour voir justement quelle émotion est liée. Et après c'est plus l'exploration de pourquoi j'ai cette émotion-là et comment je peux faire pour avoir moins cette émotion-là, qui va permettre de trouver des solutions plutôt que de donner des conseils directement sur l'alimentation. C'est important pour moi parce que ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire, il y a un moment où ça marche, on peut le faire parce qu'on a le contrôle, parce qu'on est bien dans ses baskets, parce que ça va. Puis il y a des moments où on n'y arrive pas du tout. Et dans ces moments-là, ça ne sert à rien de mettre la pression et puis de dire « mais quand même, tu pourrais faire attention, tu pourrais manger » ou « il n'y a qu'à manger à une personne qui souffre d'anorexie » ou bien « arrête de manger à quelqu'un qui souffre de boulimie ou qui a déjà du surpoids et qui devrait peut-être réguler son poids ». Et ben c'est pas forcément évident parce que quand les émotions dominent, on n'arrive pas à contrôler. Donc là, il peut y avoir besoin d'une aide plus spécifique. Et puis après, ça dépend des familles, des pédiatres, de l'environnement. Voilà.
Magali Vollery, on arrive au terme de cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, en espérant qu'elles soient utiles aux professionnels qui nous suivent, qui sont liés de manière indirecte ou indirecte aux adolescents. Merci beaucoup.